Cette semaine à l'essai routier, la Mercedes SLK, s'il vous plaît, une très belle voiture coupé sport. 3 modèles disponibles, 250, 350 et 55 AMG. Les prix varient entre 55 000 et plus de 90 000 $. Notre modèle d'essai, la SLK 350, sa valeur, 71 000 $. Parlons design maintenant à l'avant. La 3e génération de SLK est nettement plus intéressante au niveau du design. Elle a plus de caractère. Les lignes sont plus rectangulaires, plus agressives aussi. C'est plus musculaire, comme on pourrait dire. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Lorsqu'on regarde le devant, d'ailleurs, qui est très inspiré d'à peu près toutes les Mercedes, mais surtout de la SLR, on voit ici un devant très plat, avec des phares dirigés vers l'avant, mais qui donnent beaucoup de caractère à la ligne parce qu'ils sont dominants. Bien sûr, l'emblème de Mercedes en plein centre de la calandre, ça donne un look intéressant. Le seul élément que j'aime moins au niveau de la calandre avant, c'est qu'on voit très bien le système de refroidissement et il y a certains constructeurs qui semblent avoir beaucoup de difficultés à être capables de le camoufler. Alors, quand on regarde la voiture de l'avant, avec un certain recul, par contre, on peut voir toutes les composantes mécaniques et c'est vraiment pas beau. Et lorsqu'on parle d'une voiture de ce prix, il me semble que Mercedes aurait pu travailler un petit peu plus pour trouver un subterfuge afin de cacher ces différentes composantes. Le capot est long, très élancé, avec des formes de carrosserie qui donnent encore une fois une suite à ces lignes de calandre là, très agressives. Ça s'en va jusque dans le pare-brise. Un pare-brise de dimension normale. Et bien entendu, ça se fond à un toit qui est très arrondi pour donner un look parfait à cette SLK. Design latéral maintenant, quand même beaucoup de choses. D'abord, la ligne de toit. Très prononcé, cet arc de toit là, qui fait le tour de la portière. Quand même petite aussi. Très vitré. Un look parfait pour le gabarit de la voiture. Le devant très long et la portière aussi qui s'intègre bien avec des éléments de design qui donnent un look sportif. C'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait avant, même sur le côté. Ça se finit très bien, là, avec des formes très arrondies. Ça donne un look un peu luxueux quand même, parce qu'il faut toujours garder l'équilibre entre le caractère très sportif de cette voiture-là et quand même le fait que c'est une Mercedes, donc ça doit avoir un peu de classe. Et de ce côté, on a gardé un bel équilibre. Des roues aussi qui sont très belles, surdimensionnées, qui font paraître les freins à disque aussi, qui contribuent au design de la voiture. Ça, c'est vraiment très joli. Ça a beaucoup de caractère. Et en terminant, très bel assemblage et aussi une peinture sans reproche. Le design de l'arrière maintenant de la SLK, qui est une voiture sportive, puissante, de performance. Eh bien là, lorsqu'on regarde justement l'arrière, on voit les ailes très bombées. Ça donne exactement le look qu'on va avoir d'une voiture de ce type. L'intégration des feux arrière aussi très bien faite, c'est équilibré. Le becquet intégré au couvercle de coffre, bien fait. Et les sorties d'échappement, numéro 1. L'aménagement intérieur maintenant de cette SLK 350. D'abord, l'accessibilité. Si vous êtes une personne de petite taille, vous allez apprécier. Si vous êtes une personne de grande taille, vous allez détester vous asseoir dans cette voiture. On tombe dedans. Je sais que c'est normal, c'est une voiture sport, mais quand même, une fois qu'on est assis, on est bien content parce qu'il faut se plier en 4 pour embarquer dedans. Les sièges sont de bonne qualité, d'un excellent cuir au niveau de la facture, c'est très bien. L'assemblage aussi, un bon support pour les jambes, pour le dos. Vraiment, de ce côté, c'est impeccable. Le seul élément qu'on n'aime pas, c'est qu'il ne puisse pas être ventilé pour nous rafraîchir lorsqu'on circule le toit baissé en ville. Ça vient chaud, je vous dirais même très chaud, et ça, bien évidemment, ça devient donc inconfortable. Une option, ou même, je vous dirais, au prix qu'ils vendent l'auto, là, il aurait pu le faire de série, ça aurait été très bien. À améliorer, s'il vous plaît, chez Mercedes. Par contre, on a une ventilation pour le cou, pour se réchauffer l'arrière de la tête lorsqu'il fait froid l'automne ou au début du printemps.
et qu'on baisse la capote, on a toujours des courants d'air. Ça peut être dangereux pour avoir un petit torticolis, hein, n'est-ce pas? Donc, on a la chaleur. Ça, c'est bien pensé. Bien, voilà ce qui se prend bien en main. Très bien présenté, d'excellentes factures. Très, très beau aussi. Ajustable en hauteur, bien sûr, télescopique. Intègre très, très bien tous les contrôles nécessaires sans que ce soit trop demandant au niveau de la tension. Un tableau de bord surbaissé qui permet une excellente visibilité vers l'avant et des cadrans bien regroupés devant le conducteur, comme on les aime dans une voiture de sport, extrêmement facile à lire. Le look et la présentation, impeccable, impeccable. Qualité des matériaux du tableau de bord aussi, sans reproche. Les appliqués métalliques, de très belle qualité. Vraiment, ils sont très, très beaux. Des fois, on envoie des appliqués métalliques à l'intérieur de certaines voitures et ça fait un peu plastifié, un peu chipette, comme on dit très bien chez nous. Mais là, c'est de très, très bon goût. De la classe, s'il vous plaît. On a ça chez Mercedes. L'intégration de l'écran aussi, quand même de grande surface, mais bien pensé. C'est discret aussi. Des fois, on a ça, là. C'est surdimensionné sur le tableau de bord, là. Discret, ça n'enlève pas le look sportif du tableau de bord. Vraiment bien fait. L'intégration dans la console centrale de tous les contrôles pour la ventilation, pour la chaîne stéréophonique, de bonne qualité en passant. C'est sans reproche. Console centrale qui regroupe aussi tous les éléments habituels, levier de vitesse, contrôle de la chaîne stéréophonique à distance, bien sûr les contrôles pour rabaisser la capote, un peu de rangement. Parlant de rangement, dans l'ensemble de l'habitacle, c'est très limité. Vous allez me dire que c'est normal, mais quand même, on aurait pu faire un petit effort chez Mercedes pour avoir un peu plus d'espace de rangement. Superbe finition dans les portières. Vraiment, j'aime beaucoup l'aménagement intérieur de cette voiture-là. Peut-être un des plus beaux dans ce type de voiture. En tout cas, certainement plus beau que chez BMW et même chez Porsche avec sa Boxster. Le toit est muni d'une capote en polymère qui permet donc d'être translucide. Et ce qui est intéressant, c'est que elle est sensible à la lumière. Donc, lorsqu'on a beaucoup de soleil, elle devient plus foncée et nous protège la tête. Vous savez, des fois, on a des grandes surfaces vitrées au-dessus de nous et quand le soleil plombe, ça fait... on se sent comme un dessus de poêle tellement qu'on a le dessus de la tête qui nous brûle. Un détail, mais c'est bien pensé pour justement éviter qu'on soit inconfortable à l'intérieur de la voiture. Et en terminant, encore une fois, je vous le rappelle, une superbe voiture en termes d'aménagement intérieur. Les éléments de sécurité, 8 coussins gonflables assez pour transformer la voiture en bulle pour la sécurité des passagers. À l'intérieur du coffre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement, surtout lorsque le toit est rabattu à l'intérieur de celui-ci. Mais ça reste quand même étonnamment spacieux. On peut intégrer certains bagages. Lorsque on relève le toit, eh bien là, ça devient une voiture quand même assez pratique pour un coupé sport. Fiche technique maintenant de notre Mercedes SLK 350, donc un V6 à double embarcadère en tête muni de l'injection directe, s'il vous plaît. 302 chevaux à 6500 tours minute, donc un moteur très puissant, très nerveux. Maintenant, la concurrence est là et je peux vous dire que c'est pas n'importe quelle concurrence quand on parle de la Z4 de BMW qui propose un 6 cylindres en ligne, oui, mais à double turbocompression et injection directe. C'est un moteur qui développe à peu près la même puissance à 300 chevaux, mais qui donne toute cette puissance à un régime beaucoup plus bas. Et ça fait une grosse différence. Dans le cas de chez Porsche, eh bien encore là, on est un peu dans la même configuration au niveau des puissances. On parle de 310 chevaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 6 cylindres à plat de 3,4 litres. On n'utilise pas la turbocompression, mais on a l'injection directe. Et ça donne un moteur qui est extrêmement efficace aussi. Donc, des technologies de pointe chez les trois constructeurs. Et maintenant, les transmissions automatiques à 7 rapports pour les trois constructeurs qui ont tous les possibilités de changement de volant
changement de vitesse au volant. Et ça, c'est aussi efficace chez un que l'autre des constructeurs. La direction, elle est assistée hydrauliquement chez les 3 constructeurs, donc il n'y a pas de technologie de pointe là. Suspension indépendante aux 4 roues pour les 3 constructeurs. Les freins à disque aux 4 roues pour les 3 constructeurs aussi, sauf que pour Mercedes, dans le cas de la SLK 350, à l'arrière, on a des disques pleins, alors que normalement, chez les concurrents, c'est des disques ventilés aux 4 roues. Et la dimension des pneus et des roues, 18 pouces de série chez Mercedes et par contre, chez BMW, on y va avec du 19 pouces. Chez Porsche, on est aussi avec du 18 pouces. 0-100 km maintenant avec notre SLK. Quand même, la concurrence est là. En bas de 6 secondes, ça se fait avec une Z4 et avec une Boxster. Alors, est-ce qu'on va être capable de jouer dans ces temps-là, premièrement? Deuxièmement, la transmission automatique à 7 rapports est programmable. J'ai mis le mode manuel et donc automatiquement le mode sport. Ce n'est pas une transmission à double embrayage. Un peu décevant d'ailleurs. On va voir les temps, qu'est-ce que ça donne. Allons-y. On s'élance. Présence du moteur instantané. Beaucoup de coupe. Excellente reprise. Et 0-100 km/h en 6 secondes. Alors vraiment, au niveau de la performance pure, de l'accélération, c'est un moteur qui n'a aucune hésitation. Merci beaucoup à l'injection directe de carburant. La transmission exploite bien la puissance et aussi le mode de traction. Vraiment, c'est très bien, ça patine pas. Et les temps d'accélération sont là. On est dans le coup maintenant chez Mercedes en termes de performance au niveau de l'accélération. « 100 km/h, 0 maintenant, avec une voiture qui est munie d'excellents freins et tous les systèmes électroniques, bien sûr, à la puissance de freinage. Très bien. Ça plonge légèrement, mais c'est correct. Une très belle calibration de la pédale. L'ABS se fait sentir, mais très discrètement. Ça freine en ligne droite et en 28 mètres. Alors, la concurrence se tient plus dans le 26, 27 mètres. Mais attention ici, on a une température de piste qui est quand même assez froide. Ça pénalise la voiture. Les pneus Pirelli ne montent pas facilement en température non plus. Et ça affecte la distance de freinage. Mais je pense qu'on peut se comparer avantageusement à la concurrence directe. Slalom maintenant. J'avais hâte d'essayer cette voiture-là. D'abord, les cônes serrés pour la conduite. Très précise. Aucune résistance. Et là, maintenant, allons-y avec les cônes plus larges. Oh, là, c'est moins facile, par exemple. Oh, l'arrière qui dérape. Oh là là. Ça, on n'avait pas cette sensation-là, ni dans la BMW Z4 et encore bien moins dans la Porsche. Alors, très décevant de ce côté. La voiture a pourtant un châssis extrêmement rigide. Elle est bien balancée, même il y a un petit peu plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Donc, c'est pas un problème de répartition de poids. Je pense que la suspension arrière manque de débattement ou, à tout le moins, l'amortissement fait défaut. Parce que vraiment, une Z4, dans ces cônes-là, ça passe vraiment comme du beurre dans la poêle. Et c'est la même chose pour la Porsche. Il n'y a aucune hésitation. Même si c'est dans les cônes très larges, alors qu'ici, si on n'avait pas le système antidérapage que j'avais enlevé, mais à un moment donné, lorsque la voiture se met à trop déraper, le système rentre en fonction à nouveau automatiquement, justement pour éviter qu'on échappe la voiture. Ça veut dire ça qu'on a beaucoup trop de survirage pour une voiture de cette catégorie. « 100 km/h 0, surface très glissante. D'ailleurs, je remarque que la voiture patine un peu. Vraiment, l'arrière de cette voiture-là est instable. Alors, vérifions la distance de freinage. La pédale vient beaucoup plus dure que sur la piste.
La distance de freinage est correcte, me semble un peu longue, mais ce que j'ai pas aimé, c'est surtout les vibrations qu'on sent dans la pédale qui vient très, très dure. Puis ça, on ne l'a pas senti du tout sur la piste. Alors, c'est insécurisant et certainement pas retrouvé chez la concurrence, c'est-à-dire la Z4 de BMW et la Boxster de Porsche. Sur la route maintenant avec notre Mercedes SLK, on va parler un peu des performances et surtout du comportement routier de la voiture. Comparé à une Z4 de BMW qui n'est pas piqué les verres, et que dire de la Porsche Boxster, qui est une voiture qu'on a toujours appréciée à l'émission. La SLK, c'est toujours été une voiture qui était à la traîne par rapport à la concurrence, autant au niveau du design que des performances d'ensemble. Et je pense que Mercedes a donné un gros coup de barre cette année pour essayer d'améliorer ça. Oui, le design, c'est une réussite. Je pense qu'ils ont progressé. Mais au niveau du comportement routier, il reste certaines choses encore à acquérir. Surtout lorsqu'on parle de stabilité du train arrière. La conduite est précise, le moteur est performant, même le son est agréable à entendre. On a une suspension et une transmission qu'on peut programmer aussi en fonction du type de conduite. Actuellement, moi, je suis sur le mode économique, mais on peut programmer aussi pour avoir un mode plus sportif. Donc, il y a moyen de s'amuser avec la voiture en changeant, par exemple, les rapports au volant. Et c'est quand même assez nerveux, assez précis comme réaction. Transmission automatique à 7 rapports qui exploite bien la puissance. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur la piste en termes d'observation. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est ce train arrière sur surface glissante qui a tendance à survirer. Et ça, c'est insécurisant un petit peu. Attention à cet aspect-là. Et sinon, pour le reste, au niveau du comportement routier sur la route, voiture très stable, très agréable à conduire, qui n'est pas trop brasseuse non plus lorsqu'on a des routes accidentées. Donc, de ce côté, ça va. Il y a la capote aussi que j'ai au-dessus de la tête qu'on peut rabattre, bien entendu, pour avoir une version cabriolet. Ça, il y a des gros progrès de ce côté. Un châssis plus rigide permet d'avoir plus de confort et un aérodynamisme plus efficace permet d'éviter des tourbillons d'air aussi. Et de ce côté, c'est une progression vraiment intéressante par rapport à la concurrence. Je vous dirais que la Z4 de BMW, c'est une pure sportive. La Porsche Boxster aussi. Et quand on arrive avec la SLK, c'est une voiture qui s'est rapprochée, mais qui, en termes de comportement routier général, demeure à l'arrière, en retrait par rapport à ses concurrentes directes. Allons-y maintenant avec la conclusion de l'essai routier au niveau de la présentation de notre voiture, la Mercedes SLK 350. Si on la compare à ses concurrentes, on peut dire qu'ils ont vraiment, chez Mercedes, bien fait leur devoir. Donc, on va la placer en première position. Au niveau du design, c'est extrêmement moderne, tout en demeurant très prestigieux, mais l'aménagement intérieur de cette voiture-là est nettement supérieur à ses deux concurrentes. Donc, première position pour la Mercedes SLK 350 en termes de présentation, suivi de la Porsche Boxster et par la suite de la BMW Z4. Maintenant, sur la piste, c'est une autre histoire. Là, vraiment, on a constaté à quel point BMW domine encore une fois, propose une voiture extrêmement bien équilibrée, des performances à couper le souffle, que ce soit en termes d'accélération ou de freinage. Et de ce côté, on se doit de donner la première position à BMW, suivi de la Porsche Boxster. Et il ne faut pas oublier que la SLK 350 a des problèmes d'adhérence au niveau du train arrière. Et au niveau de l'inspection mécanique, eh bien là, c'est Porsche qui domine parce que, justement, pas au niveau de la technologie, parce que les trois peuvent très bien se comparer. C'est plus au niveau de la réputation, de durabilité et de fiabilité qui est nettement supérieure à ses concurrentes. Donc, ça va être la Porsche Boxster en premier au niveau de l'inspection mécanique, suivi de façon ex aequo
par la Mercedes et la BMW. Donc, le résultat final, la Porsche Boxster en premier et la Mercedes SLK 350 et la BMW Z4 ex aequo.